Le 30 septembre 2025 est une date hyper importante à connaître. Ah! Alors ça va pas être la fin du monde, mais concrètement, vos machines virtuelles Azure ne pourront plus accéder à Internet sans respecter l'un des 3 critères proposés par Microsoft. Et ce que je vous propose, c'est dans cette vidéo de justement voir quel impact ça va avoir sur votre environnement de production dans Azure. Allez, c'est parti! Preview. Alors avant toute chose, spoiler alert, cette annonce ne concerne pas les machines virtuelles qui auront été créées avant le 30 septembre 2025. Ça ne concerne que les nouvelles machines virtuelles qui auront été créées après cette date. Pour comprendre les enjeux de cette annonce, il faut prendre en compte l'existant. Dans Azure, lorsque vous créez une machine virtuelle sans adresse IP publique, par défaut, celle-ci va pouvoir accéder quand même à des ressources qui sont disponibles depuis Internet, tout simplement parce que Microsoft va mettre à disposition de ses clients une adresse IP publique d'accès sortant par défaut au format IPv4. Et là où ça va changer le 30 septembre 2025, c'est que cette méthode-là ne sera plus disponible. Et donc il va falloir trouver une méthode alternative. Voici un exemple concret. Ici, j'ai une machine virtuelle qui est accessible que depuis une adresse IP privée en 10.0.1.4 et comme vous voyez, cette VM n'a pas d'IP public associé. Et concrètement, si je me connecte à cette VM soit via le Bastion, soit tout simplement via un VPN site à site, vous pouvez le voir ici, quand j'ai lancé le navigateur, j'ai accès au moteur de recherche Bing de Microsoft. Donc concrètement, ça veut dire que ma machine virtuelle a une adresse IP publique qui lui est associée temporairement. Et si je tape dans Bing justement mon IP public, je vais aller me connecter à un site qui va me donner l'IP public qui m'a été associé par Microsoft. Et comme vous le voyez, cet IP public, dans mon cas, c'est la 4.245.250.191. La première méthode pour pallier à la fin des adresses IP publiques d'accès sortant par défaut, c'est d'octroyer tout simplement à votre machine virtuelle une adresse IP publique permanente. Et donc concrètement, ça va lui permettre d'accéder à des ressources qui sont disponibles sur Internet, mais l'inconvénient, c'est que ça va permettre à ces mêmes ressources d'accéder à votre machine virtuelle de manière potentiellement frauduleuse. Et donc concrètement, cette méthode, elle présente un avantage, c'est le coût. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une adresse IP publique, ça a un coût très faible dans Azure, de l'ordre de 1 € par mois, mais ça présente aussi l'inconvénient de diminuer la sécurité globale de votre infrastructure. À ce propos, quand vous créez une adresse IP publique dans Azure, vous avez le choix entre 2 SKU, la version basique et la version standard. Alors quelles sont les différences? Concrètement, dans la version basique, tous les flux entrants et sortants sont autorisés par défaut. Alors que dans la version standard, vous devez lui adjoindre à votre adresse IP publique un NSG et définir les flux entrants et sortants qui seront autorisés. Il y a d'autres différences avec la version basique, c'est que dans la version standard, vous avez par exemple accès aux zones de disponibilité. Et donc concrètement, préférez toujours une version standard de l'adresse IP publique qu'une version basique. Et ça tombe bien parce que Microsoft annonce le 30 septembre 2025, là aussi la fin des adresses IP publiques basiques, qui va coïncider avec la fin des adresses IP d'accès sortant par défaut. Comment cela se traduit concrètement dans Azure? Au moment de la création d'une adresse IP publique, vous définissez la région, celle-ci doit être la même que celle de votre machine virtuelle, et puis surtout, vous allez définir que votre SKU, il est en standard, parce que si c'est en basique, vous le voyez, on vous spécifie que le 30 septembre 2025, elle ne sera pas disponible. Et en sélectionnant standard, vous faites un review and create et un create, et dans quelques instants, vous allez pouvoir associer à votre machine virtuelle existante une adresse IP publique standard. 1 minute later. Ici, mon adresse IP publique a été créée en SKU standard. Et comme vous le voyez, je peux faire un associate et je peux l'associer à la carte réseau, la fameuse NIC de ma machine virtuelle que j'ai créée au préalable. Et donc à partir de là, quand je voudrais accéder à Internet depuis celle-ci, ça passera par l'IP public que je viens de créer avec vous. La deuxième méthode consiste à utiliser un Azure Load Balancer qui a été créé en mode public. Donc concrètement, vos backend pools contiennent des nœuds, donc des VM qui sont représentés à la gauche. Et ces VM vont passer par l'adresse IP publique de l'Azure Load Balancer pour pouvoir accéder à des ressources sur Internet. Et en plus de ça, si votre Load Balancer a un ensemble d'adresses IP publiques qui lui sont associées, c'est ce qu'on appelle du public IP préfixe, il va pouvoir partager ces adresses IP publiques à ses backend pools. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai créé un Azure Load Balancer nommé ALB-prod en North Europe.
et j'ai défini sa portée en public, donc il a une IP publique qui lui est associée et un SKU en mode standard. Si je clique sur le bouton Front-end IP Configuration, on voit bien que j'ai créé une adresse IP publique standard nommée public-ip-alb à ce load balancer. Si maintenant je clique sur le bouton Backend Pool, on voit que j'ai créé un backend pool qui est représenté par un nœud, ma machine virtuelle W2K19 qui a une IP en 10.0.1.4. Alors concrètement, dans la réalité, vous avez toujours un load balancer qui a des backend pools avec plusieurs nœuds pour répartir la charge. Mais dans mon cas, dans mon exemple, je vais utiliser qu'un seul nœud. Et en cliquant sur l'onglet Outbound Rules, c'est ici que je vais pouvoir configurer le SNAT, le Source Network Address Translation, c'est-à-dire quelles sont les machines virtuelles qui vont pouvoir accéder à Internet en passant par l'IP public de mon load balancer. Et là, je vais définir la règle Outbound Rule, donc son nom. Je vais définir à quel IP public de mon load balancer celle-ci va s'appliquer, les protocoles associés et bien entendu les backend pools qui vont être associés à cette fameuse règle SNAT. Et à partir de là, je vais pouvoir configurer comment Azure va gérer l'allocation des ports lors du retour des adresses IP publiques sur Internet vers mon load balancer Azure. Troisième méthode, utiliser le service qu'on appelle NAT Gateway dans Azure. Alors concrètement, vous allez pouvoir adjoindre à des subnets d'un même VNet une NAT Gateway. Celle-ci va porter soit une IP publique, soit plusieurs IP publiques qui sont représentées comme pour l'Azure Load Balancer par un public IP préfixe. Et vous allez pouvoir octroyer des adresses IP publiques à vos VM dès lors qu'elles voudront sortir pour accéder à des ressources sur Internet. Plus besoin donc d'avoir un Azure Load Balancer pour permettre à mes machines virtuelles de sortir sur Internet. Et la NAT Gateway va allouer dynamiquement les ports SNAT sur les ressources d'un sous-réseau. Et puis en plus, vous allez pouvoir bénéficier de la scalabilité inhérente au service puisque vous allez avoir plusieurs IP publiques qui vont être utilisées de manière aléatoire par vos machines virtuelles. La NAT Gateway présente d'autres avantages. Par exemple, elle peut utiliser jusqu'à 16 adresses IP publiques. Et puis, elle peut être déployée en mode zonal ou non zonal. Et elle peut traiter jusqu'à 50 gigabits par seconde de données en trafic entrant et sortant. Et vous n'avez aucune configuration de routage de trafic à mettre en place sur vos subnets. Et puis, en plus de ça, elle gère le peering dans une topologie hub and spoke. Et elle a un coût à peu près égal à 30 € par mois, sans compter le traitement des données associées. Et le dernier point, et non des moindres, c'est qu'elle va gérer le TCP et l'UDP en termes de protocole, mais pas l'ICMP. Sur mon écran, vous pouvez voir que je suis en train de déployer une NAT Gateway en North Europe. Alors la première chose, c'est que je vais pouvoir définir si elle va être sur une zone de disponibilité ou sur aucune zone. Et puis dans Outbound IP, je vais pouvoir lui attribuer soit une adresse IP publique, soit un ensemble d'adresses IP publiques. Et concrètement, je peux aller jusqu'à 16 adresses IP publiques associées à ma NAT Gateway, qui vont être utilisées aléatoirement par mes machines virtuelles. Et puis après, je vais pouvoir l'attribuer à un subnet bien spécifique, par exemple de mon VNet actuel. Il existe une quatrième méthode pour pallier à la fin des adresses IP publiques d'accès sortant par défaut. Cette méthode, c'est de passer par un vendeur tiers dans la marketplace Azure. Et concrètement, vous avez par exemple Aviatrix qui propose l'Aviatrix Secure Cloud Networking Platform en mode SaaS, et ça c'est un point important. Et lorsque vous allez le créer, ça va vous permettre de pallier justement cette limitation en bénéficiant d'adresses IP publiques sortantes à destination d'Internet pour vos machines virtuelles Azure. On a vu ensemble les 4 méthodes pour pallier à la fin des adresses IP publiques d'accès sortant par défaut. Mais qu'advient-il si un client ne veut pas permettre à ses machines virtuelles de sortir sur Internet? Il y a une méthode toute simple que je vous propose de voir maintenant. Lorsque vous créez un réseau virtuel dans Azure, vous devez automatiquement lui attribuer un sous-réseau, un subnet. Et lorsque vous allez vouloir créer ce subnet, vous avez maintenant à disposition une nouvelle case à cocher qui s'appelle l'Enable Private Subnet. Et si vous la cochez, par défaut, toute ressource de subnet ne pourra plus accéder à des ressources distantes sur Internet. Donc concrètement, le Outbound Access sera désactivé. À titre personnel, je pense que c'est une bonne chose que Microsoft arrête de mettre à disposition les adresses IP d'accès sortant par défaut auprès de ses clients, ne serait-ce qu'en termes de sécurité. Mais en plus de ça, elles avaient des limitations, ces adresses IP. Typiquement, elles ne prenaient pas en charge les paquets fragmentés, ni le protocole ICMP pour le ping. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter sur YouTube. Ça m'aide énormément.